Bienvenue dans Euronews Soir, ravi de vous retrouver. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La 53e édition du Salon du Bourget, grand-messe de l'aéronautique mondiale, a ouvert ses portes près de Paris. Un salon placé sous le signe de la sécurité et des défis environnementaux. Nous irons ensuite en Égypte où l'ancien président Mohamed Morsi est mort. Il avait 68 ans et était actuellement jugé au tribunal du Caire. Coup de projecteur sur un débat politique historique. En Turquie, cela faisait 17 ans que deux candidats à une élection ne s'étaient pas affrontés en direct à la télévision. Nous terminerons ce journal par une vente aux enchères exceptionnelle, celle du revolver qui aurait tué Vincent Van Gogh. Son prix est estimé entre 40 000 et 60 000 euros. Tous les 2 ans, le Bourget, à côté de Paris, accueille le plus grand salon aéronautique du monde. L'occasion pour les avionneurs de présenter leur dernier né. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Olivier Péguy. C'est l'un des principaux rendez-vous mondiaux du secteur aérien, le Salon du Bourget. La 53e édition s'est ouverte ce lundi au Parc des Expositions près de Paris. Tous les acteurs du secteur sont présents avec un enjeu particulier pour le constructeur Boeing, rassurer les clients après la crise de son 737 MAX. La question de la sécurité des avions est donc plus que jamais dans les esprits, mais il y a aussi le défi environnemental. Comment rendre les avions moins polluants ? Le respect de l'environnement est en train de devenir un sujet essentiel. Airbus et Boeing, pour ne citer que ces deux entreprises, étudient comment utiliser les nouvelles technologies. L'objectif est d'être plus respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz des avions. Le président français s'est rendu sur place en fin de matinée, notamment pour officialiser le lancement de l'avion de combat du futur, un projet qui allie français, allemands et espagnols. Ce futur appareil est destiné à remplacer les Rafale et les Eurofighter. Il ne devrait être opérationnel qu'à l'horizon 2040. Et puis au Salon du Bourget, 2 géants de l'aviation se font face à chaque édition. Boeing, qui doit cette année rassurer ses clients après la crise du 737 MAX, et Airbus, qui annonce le lancement d'un nouveau moyen courrier. Le Salon du Bourget, c'est tous les 2 ans la grand-messe de l'aéronautique mondiale, avec, comme à chaque édition, les 2 géants du transport aérien, Airbus et Boeing, qui tentent de se montrer sous leur meilleur jour. Et cette année, Boeing est à la peine. 2 crashs aériens en moins de 6 mois, avec un appareil similaire, le 737 MAX. L'image du constructeur américain est ternie, les dirigeants du groupe le savent et font profil bas. Je travaille dans ce secteur depuis plus de 30 ans. Et cette période est sans doute la plus difficile de ma carrière. Nous sommes à un moment charnière. Nous devons tirer les enseignements de ce qui nous arrive. On doit se remettre en question et faire en sorte que ce genre d'accident ne se reproduise plus. A l'inverse, le ciel semble dégagé pour Airbus. Le constructeur européen a annoncé ce lundi le lancement d'une nouvelle version de son A321, le XLR, un moyen courrier capable d'assurer des vols long courriers. Voilà de quoi séduire les compagnies qui toutes cherchent à réduire leurs coûts. Airbus prend ainsi un ascendant sur son concurrent Boeing dans ce segment de marché. Le prix catalogue de cette A321 XLR n'a pas été communiqué. Je vous le disais en titre, on a appris juste avant ce journal la mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. Il avait 68 ans et était actuellement jugé pour évasion de prison et des violences pendant la révolte de 2011. Maxime Bios-Duplan. Mohamed Morsi est mort. L'ancien président égyptien est décédé ce lundi après une audition au tribunal du Caire. Selon des sources sécuritaires et judiciaires, c'est en pleine comparution devant les juges que Mohamed Morsi, 67 ans, aurait fait un malaise. Emmené à l'hôpital, il y est décédé un peu plus tard. Il avait été élu en 2012 premier président de l'ère post-Moubarak. Mais un an plus tard, après de gigantesques manifestations, il est renversé par l'armée. Nous sommes en juillet 2013. La répression anti-frères musulmans commence et c'est le général Abdel Fattah al-Sisi qui se fera élire président. Mohamed Morsi était poursuivi, entre autres, pour espionnage, incitation à la violence, falsification de candidature ou assassinat. C'est un événement politique très rare en Turquie. 2 candidats à la mairie d'Istanbul se sont affrontés dans un débat télévisé en direct. Cela fait des années que cela n'avait pas eu lieu dans le pays.
Un débat télévisé entre un candidat du parti au pouvoir et un candidat de l'opposition, ce n'était pas arrivé en Turquie depuis 2002. Ce débat a opposé les deux candidats à la mairie d'Istanbul qui s'affrontent dans une semaine lors d'un nouveau scrutin. Le premier qui a vu la victoire de l'opposition ayant été annulée par le Haut Comité électoral. Notre préférence, dit Binali Yildirim, candidat de l'AKP, était de ne pas renouveler les élections et nous avons travaillé dur pour cela. Mais le CHP ne nous a pas aidés dans cette tâche et n'a pas accepté notre demande de recomptage complet des votes. Il a choisi de rejeter cette demande. C'est pourquoi nous avons dû convoquer de nouvelles élections. Mais pour Ekrem İmamoğlu, qui se considère comme le maire élu d'Istanbul, l'AKP est de mauvaise foi et refuse simplement de reconnaître une défaite lourde de sens. Cette nouvelle élection, dit-il, c'est un combat pour la démocratie, contre ceux qui ont usurpé notre droit, qui ont triché avec le vote de 16 millions de personnes. Selon les résultats officiels que le parti présidentiel a fait annuler, l'opposition a devancé l'AKP de 13 000 voix à Istanbul. Beaucoup de gens en Turquie sont déjà furieux que Yildirim refuse de concéder la défaite. On verra ce qui se passera quand le vote aura lieu de nouveau, mais il semble clair que si les urnes disent la vérité, c'est İmamoğlu clairement qui gagne. Vainqueur aussi de la mairie d'Ankara, la capitale turque, le CHP espère transformer l'essai et mobiliser ses électeurs à Istanbul autant que pour le scrutin du 31 mars. Hong Kong a encore vécu au rythme des manifestations ce week-end contre le projet de loi controversé des extraditions vers la Chine continentale, suspendu par l'exécutif. Ils étaient 2 millions vêtus de noir à défiler dans les rues de la ville dimanche. Laurence Alexandrovitch. Ce lundi matin, quelques centaines de personnes bloquent une autoroute au cœur de Hong Kong. Signe que le mouvement de protestation ne faiblit pas dans la ville rétrocédée il y a 2 décennies à la Chine. Pendant des heures, la police les supplie de partir. Elle ne veut manifestement pas faire usage de la force. Le militant pro-démocratie, Joshua Wong, tout juste libéré de prison, se joint aux manifestants. Ce que nous demandons instamment à Carrie Lam, la perverse chef de l'exécutif de Hong Kong, c'est de retirer l'amendement sur l'extradition. Nous essayons simplement d'agir avec désobéissance et de façon directe, et de laisser le monde entier, la communauté internationale, réaliser à quel point le peuple de Hong Kong ne se taira pas sous cette oppression du président Xi et de la directrice générale Carrie Lam. Carrie Lam doit se retirer. Les excuses de Carrie Lam hier soir ne suffisent pas à calmer la colère. Dans un communiqué, elle regrette que les lacunes dans le travail du gouvernement aient entraîné des conflits dans la société hongkongaise. Samedi, le gouvernement local a pourtant suspendu un texte controversé, censé placer la population à la merci du système judiciaire de la Chine continentale. Cela n'a pas empêché une nouvelle manifestation monstre hier soir, avec un record selon les organisateurs de 2 millions de personnes, près d'un tiers de la population de Hong Kong. Les tensions entre les Hongkongais et la Chine sont régulières depuis la rétrocession du territoire par les Britanniques en 1997. La population estime que l'autonomie de Hong Kong et au-delà, ses droits fondamentaux sont de plus en plus menacés par Pékin. Julien Pavy. 1er juillet 1997, Hong Kong est rétrocédé à la Chine après un siècle et demi de domination britannique. Le territoire est placé sous le statut de région administrative spéciale. En clair, Hong Kong jouit d'une semi-autonomie et de liberté en dépit de la souveraineté chinoise. Il conserve par exemple sa propre monnaie et son système politique, mais n'a pas la main en revanche sur les questions de défense et de diplomatie. Un statut hybride théorisé par Pékin sous la formule « un pays, deux systèmes ». Avec plus de 7 millions d'habitants répartis sur 1000 km², l'archipel de Hong Kong est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Sa position géographique à la pointe sud de la Chine le rend très dépendant de Pékin. Or, depuis la rétrocession britannique il y a désormais 22 ans, les Hongkongais estiment que leur autonomie est de plus en plus menacée. Régulièrement, ils se mobilisent pour défendre la démocratie et plus globalement leurs droits fondamentaux
face à l'emprise de la Chine. Le 1er juillet 2003, date anniversaire du retour sous souveraineté chinoise, une marée humaine envahit les rues de Hong Kong pour dire non à un projet de loi qui menace les libertés publiques. Autre mobilisation qui témoigne de l'hostilité envers Pékin, c'est veiller aux chandelles qui se tiennent chaque année en mémoire des victimes de la répression de Tiananmen. En 2014, les Hongkongais se mobilisent à nouveau en masse. Plusieurs centaines de milliers de personnes se rassemblent dans les rues pendant 2 mois, paralysant des quartiers entiers. C'est la révolte des parapluies. Un mouvement de masse pour défendre une fois encore la démocratie et préserver le statut spécifique de l'archipel. Les récentes manifestations témoignent encore de la volonté des Hongkongais de préserver ce qu'il leur reste d'autonomie. Une célèbre marque française d'automobile fête ses 100 ans. Citroën, la marque au chevron, expose 100 modèles, parmi lesquels, bien sûr, ses plus emblématiques. Le quai André Citroën à Paris, c'est là qu'il y a 100 ans naissaient les premières usines de la célèbre marque automobile qui propose un musée à ciel ouvert pour célébrer son centenaire. L'occasion de redécouvrir les anciens modèles de Citroën et notamment ses véhicules les plus légendaires comme cette 2 chevaux conduite par James Bond ou la DS, la voiture des présidents. Citroën est né ici dans le 15e arrondissement de Paris. Il y avait une usine dans laquelle ont été produits les premiers véhicules de la marque. La Citroën Type A, par exemple, a été assemblée ici en 1919 et dans les années 1920. Donc on revient au cœur même de Citroën, à ses origines, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être ici aujourd'hui. Comme ses concurrents, Citroën a dû aussi attirer les sportifs avec sa petite Rosalie. Mais elle a surtout séduit les Français et pas que avec sa 2 chevaux, la fameuse Dedush, un véhicule conçu pour transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre, pouvant rouler à 60 km/h. La voiture de ville idéale à destination du grand public. Et la 2 chevaux, elle va marquer une rupture parce qu'elle va encore plus rendre accessibles les voitures au plus grand nombre. C'était le cahier des charges à l'époque qui avait été donné, qui était de pouvoir proposer une voiture qui corresponde à toutes les utilités. Ici, la traction avant de Citroën, utilisée sous l'occupation, est très prisée des gangsters pour ses qualités de route exceptionnelles, ou encore la fameuse DS qui a transporté des présidents. À 100 ans, Citroën se projette maintenant vers l'avenir et affiche ses ambitions avec ses prototypes futuristes. Il se dit passionné par l'industrie des enchères, mais assure que les télécoms et les médias resteront sa priorité. Le magnat français Patrick Drahi vient d'acheter la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's. Patrick Drahi rachète Sotheby's. L'homme d'affaires français qui se dit passionné par le marché de l'art depuis longtemps a offert $57 par action, soit 61% de plus que le prix du titre à la clôture de New York le 14 juin. L'opération signée entre Sotheby's et Bitfair USA, une entité détenue à 100% par Patrick Drahi, valorise la maison de vente aux enchères anglaise à 3,7 milliards de dollars. Patrick Drahi assure que l'industrie des médias et des télécoms restera sa priorité. Son groupe Altis est la maison mère de SFR, BFM TV, RMC ou Libération. Son chiffre d'affaires a baissé de 3,5% en 2018, mais un retour à la croissance est envisagé cette année. Et l'on reste dans le milieu des enchères pour terminer ce journal avec une vente exceptionnelle à Drouot, à Paris, celle d'un revolver de calibre 7 mm, tristement célèbre, puisque cette arme aurait tué Vincent Van Gogh. Le récit de Laurence Alexandrovitch. C'est probablement l'arme la plus célèbre de l'histoire de l'art qui sera mise aux enchères mercredi à Paris. Le pistolet qui a tué Vincent Van Gogh. Le mystère demeure sur la cause du décès du peintre hollandais, survenu 2 jours après qu'il ait été gravement blessé. Longtemps, on a cru à un suicide, mais selon des chercheurs, Vincent Van Gogh aurait été touché accidentellement par 2 adolescents que le peintre n'a pas voulu dénoncer pendant son agonie. Pour Drouot, c'est bien l'arme qui a tué l'artiste.
Tout d'abord, le champ, l'endroit dans lequel cette arme a été retrouvée. Deuxièmement, le calibre. Donc c'est un calibre 7 mm qui correspond à la balle qui a été retrouvée dans le corps de Van Gogh. La position ici de la détente qui est ouverte, ça veut dire qu'il y a un coup de feu qui est parti avant que l'arme tombe dans le sol. C'est en effet dans un champ que le pistolet a été retrouvé en 1960 à Auvers-sur-Oise, là où est mort le peintre en 1890. L'arme est estimée à près de 60 000 €. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À demain.